Les voix du passé parlent à nouveau grâce à l'intelligence artificielle. Des textes anciens qui ont déconcerté les chercheurs pendant des siècles révèlent enfin leurs secrets. Voici donc les plus grandes percées archéologiques et historiques faites grâce à l'IA jusqu'à présent. Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite les parchemins du Vésuve. Nous sommes à l'aube d'une révolution de l'intelligence artificielle. Pour la toute première fois de l'histoire, un parchemin illisible a été déchiffré. L'intelligence artificielle a percé les secrets d'un parchemin de papyrus appartenant à la famille Jules César lui-même. Ce texte a été brûlé lorsque Pompéi a été détruite. Tu m'étonnes qu'il soit difficile à lire. Il a non seulement des milliers d'années, mais il est aussi cramé. Au XVIIIe siècle, des centaines de parchemins en papyrus ont été découverts dans une bibliothèque de Pompéi. Cette bibliothèque, située dans une villa somptueuse, appartenait au beau-père de Jules César. C'est d'ailleurs la seule bibliothèque conservée de textes jamais découverte de l'époque romaine antique. Et comme vous pouvez l'imaginer, les parchemins de cette bibliothèque sont inestimables. Imaginez toutes les connaissances cachées là-dedans. Mais il y a aussi un petit problème, tout petit problème. Les parchemins sont aussi brûlés. Chaque parchemin de la bibliothèque est tout bonnement carbonisé, comme du pain grillé. Lorsque le Vésuve est entré en éruption, en 79 de notre ère, Pompéi a été enseveli sous une couche de débris volcaniques, y compris ses livres. Et quand les archéologues ont essayé de dérouler les parchemins, ils se sont désintégrés en poussière entre leurs mains. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient à la rescousse. Le docteur Federica, spécialiste du papyrus à l'université de Naples, a déclaré que le volcan avait peut-être en réalité préservé les informations contenues dans les parchemins. Normalement, des documents anciens comme ceux-ci se décomposeraient en 2000 ans. La seule raison pour laquelle tant de traces de l'Antiquité subsistent est qu'ils ont été gravés dans de l'argile ou de la pierre. Les textes écrits sur du véritable papier se décomposent généralement assez rapidement et ne sont presque jamais retrouvés intacts et lisibles. Les températures extrêmement élevées de l'éruption du Vésuve ont carbonisé les parchemins, les préservant donc parfaitement sous une couche de matière brûlée. Et si les archéologues peuvent simplement gratter cette couche de carbone pour atteindre les informations en dessous, ils pourront lire les parchemins. La première avancée est survenue l'année dernière, lorsque le docteur Brent Seals de l'université du Kentucky a utilisé des scanners pour dérouler virtuellement les parchemins. Cependant, l'encre noire au carbone restait indéchiffrable. Une équipe de 3 étudiants en technologie a donc appliqué l'intelligence artificielle au problème. Youssef Nader, doctorant à Berlin, Luc Faritor, stagiaire chez SpaceX, et Julian Schillinger, étudiant en robotique en Suisse, ont ensemble conçu un modèle d'IA spécialement conçu pour reconnaître les lettres grâce à la reconnaissance de motifs. Le modèle d'IA a réussi à déchiffrer 2000 caractères grecs écrits sur le parchemin, mais cela ne représente que 5% du texte total. Regardez cette image tirée du Vesuvius Challenge où le logiciel d'IA effectue son travail. Les lettres mises en évidence au centre forment le mot « pourpre ». Le minuscule fragment déchiffré semble aborder des sources de plaisir dans la vie, notamment la nourriture et la musique. D'ailleurs, un passage spécifique interroge si de plus petites quantités de choses peuvent procurer davantage de plaisir. Ce sont des questions que nous nous posons encore aujourd'hui. Plus n'est pas toujours mieux. L'équipe espère lire au moins 90% de 4 parchemins d'ici la fin de l'année 2025. Elle est confiante que finalement, leur programme pourra déchiffrer les 800 parchemins carbonisés de la bibliothèque. Donc restez à l'affût, car lorsque les parchemins seront déchiffrés, je ne manquerai pas de vous en informer. En passant, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et appuyez sur le bouton j'aime si la vidéo vous plaît. Et merci pour votre soutien. Un extraterrestre au Pérou. Dans le désert péruvien, l'intelligence artificielle a découvert un extraterrestre. Et non, je ne plaisante pas, l'IA a véritablement trouvé un extraterrestre au Pérou. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi identifié une orque géante en train de décapiter un humain avec ce qui ressemble à un couteau de cuisine. Oui, vous ne rêvez pas. C'est peut-être la découverte la plus folle de l'année, non, de la décennie même. Au Pérou, des chercheurs ont identifié 303 géoglyphes, inconnus jusque-là. Situés dans le désert péruvien, ces géoglyphes font partie des célèbres lignes de Nazca. Il y en a désormais plus qu'on ne l'imaginait. Elles ont été créées par la civilisation Nazca il y a plus de 2000 ans. Des figures humanoïdes, des animaux domestiques, des oiseaux et des poissons ont tous été cartographiés grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique. Ces immenses figures anthropomorphiques gravées dans le sol ont été trouvées en grande partie grâce à l'IA et aux drones. Sans ces technologies, les scientifiques seraient encore en train de fouiller les rochers à la main. L'équipe de recherche vient de l'université de Yamagata, au Japon, et pendant une période de 6 mois, ces scientifiques japonais ont examiné 1139 emplacements grâce à un nouveau système d'IA nommé ResNet50.
Un des collaborateurs du projet, le physicien Marcus Freytag, a expliqué que l'IA avait essentiellement éliminé 98% des images satellites inutiles. Imaginez un peu devoir chercher vos clés de voiture dans une botte de foin. C'est ce que les humains faisaient avant, en passant au crible des milliers d'images ultra haute résolution. Mais avec l'IA, cela revient à agiter une baguette magique pour faire disparaître 98% de la botte de foin, ne laissant que l'endroit où vos clés se trouvent réellement. De septembre 2022 à février 2023, les chercheurs ont mené une expédition sur le terrain pour confirmer ce que l'IA leur a indiqué. Et effectivement, pas moins de 303 nouveaux géoglyphes ont été authentifiés, ils sont tout simplement spectaculaires. L'un des nouveaux géoglyphes les plus impressionnants est une représentation d'une orque longue de 22 mètres, soit plus grande que les orques réelles. Et ce n'est même pas le plus fou. Selon les interprétations des chercheurs et même pas les miennes, l'orque tient un couteau et semble en train de couper une tête humaine. Oui, c'est bien vrai. Je n'ose même pas imaginer ce que cela pouvait symboliser. Pensez-vous que les Nazca vénéraient une sorte de dieu orque sanguinaire? Qui sait après tout? Les chercheurs ont également identifié des motifs représentant des plantes, des personnes et des animaux de la vie quotidienne, comme des serpents, des singes et des chats. Mais la plupart de ces géoglyphes mesurent environ 9 mètres et se trouvent à proximité des anciens chemins. Et puis, il y a l'extraterrestre, ou devrais-je dire les extraterrestres. Les chercheurs ont découvert des représentations de figures humanoïdes qui ressemblent étrangement à des êtres venus d'une autre planète. On pourrait même dire qu'il n'y a presque rien d'humain dans leur apparence. La théorie est que ces géoglyphes étaient tracés à proximité de routes de pèlerinage menant à d'anciens temples. Cependant, il existe de nombreux géoglyphes et très peu de temples ont été découverts. Ces théories semblent logiques sur le papier. Mais en réalité, la civilisation Nazca a existé environ 1500 ans avant les Incas. Elle a dominé le désert péruvien autour de 200 avant l'ère commune et a couvert le paysage de glyphes aussi beau qu'intrigant. Mais le plus étrange, c'est qu'on ne peut voir ces glyphes que depuis le ciel. Alors, pour qui ces dessins étaient-ils destinés? Certains chercheurs pensent qu'ils avaient une signification religieuse et qu'ils étaient tracés en hommage à de puissants dieux qui regardaient les Nazca depuis les cieux. Une autre hypothèse suggère que ces glyphes servaient de guide astronomique comme des calendriers primitifs gravés dans la terre. Enfin, certains pensent que les géoglyphes marquaient des pistes d'atterrissage et de zones de stationnement pour des vaisseaux extraterrestres. Au final, même l'IA ne peut résoudre le mystère de la raison d'être des lignes de Nazca. Cependant, en découvrant de nouvelles figures, elle aide les scientifiques à se rapprocher de la vérité. Je devrais également mentionner que l'IA a identifié 500 autres figures et qui n'ont pas encore été confirmées par les scientifiques. Les os oraculaires. Avez-vous déjà consulté quelqu'un pour qu'il vous prédise l'avenir? L'intelligence artificielle a été utilisée pour étudier les os oraculaires chinois, qui étaient des ossements utilisés pour prédire l'avenir il y a 3000 ans déjà. Je parie que les anciens oracles n'avaient pas imaginé que leurs précieux ossements magiques seraient un jour analysés par des robots hyper intelligents. Les os oraculaires étaient utilisés dans l'art original de la pyromancie. Dans les jeux vidéo modernes, un pyromancien est un magicien qui manipule des sorts de flammes. Cependant, à la fin de la période Shang, en Chine, vers 1250 avant Jésus-Christ, la pyromancie était une véritable forme de divination. Les pyromanciens utilisaient soit des ossements d'animaux, en particulier des omoplates de bœuf, soit des plastrons de tortues pour entrevoir l'avenir. Ils n'avaient pas de boule de cristal, alors ils gravaient leurs questions aux dieux sur des ossements. Le pyromancien oraculaire pouvait poser toutes sortes de questions. Par exemple, si vous faisiez partie de la famille royale et vouliez savoir si vous deviez agir contre un rival politique, vous consultiez tout simplement un de ces devins. Et si vous étiez capitaine militaire, vous pouviez visiter un pyromancien avant de partir au combat pour vous assurer que votre stratégie fonctionnerait. Une fois la question inscrite sur l'os oraculaire, l'os était exposé à une chaleur intense, en étant rôti au-dessus du feu jusqu'à ce qu'il commence à se fissurer. Ensuite, le pyromancien interprétait le motif des fissures pour élaborer sa vision de l'avenir. Et je me permets de reposer la question, avez-vous déjà fait lire votre avenir? Et s'est-il réalisé? Et surtout, est-ce que des tortues ont-elles été blessées au cours de cette séance? Des scientifiques de Chine et d'Angleterre se sont investis à fond pour analyser ces anciens os oraculaires vieux de 3000 ans. Mais honnêtement, tout cela était un peu étrange. C'est ce genre d'études qui vous font vous demander pourquoi. Ils cherchaient à déterminer si les personnes qui écrivaient sur ces ossements étaient tout bonnement droitières ou gauchères. Il faut savoir qu'il existe de nombreux os oraculaires dispersés dans le monde. Au moins 13 000 d'entre eux ont été découverts rien qu'en Chine.
avec un total de plus de 130 000 inscriptions. L'équipe de scientifiques a étudié des copies numériques de ces ossements oraculaires et a utilisé l'IA pour identifier des motifs qui seraient autrement très difficiles à analyser manuellement. Souvent, il faut environ 1000 caractères pour estimer si quelqu'un écrivait de la main droite ou de la main gauche, mais l'IA pouvait le faire presque instantanément. Avec l'algorithme préparé, les scientifiques ont commencé à alimenter le programme d'IA avec des données. L'IA a scanné des images des anciens ossements oraculaires et a déterminé quelle main dominante avait été utilisée pour écrire dessus. Et je parie que vous avez déjà deviné le résultat de cette étude. Eh bien oui, l'IA a conclu que la plupart des anciens oracles chinois étaient droitiers. Et même si les résultats de l'étude n'ont surpris personne, cela reste une preuve de concept très intéressante. Les scientifiques ont démontré comment l'IA change véritablement l'archéologie. Rénover le passé. Une technologie de pointe peut-elle insuffler une nouvelle vie à un navire de guerre vieux de 250 ans? Le plus ancien navire de guerre encore en service au monde est préservé grâce à la technologie de l'IA. Ce navire est plus vieux que les États-Unis eux-mêmes. Ce n'est même pas une blague. C'est un musée flottant et on utilise l'IA pour le maintenir en parfait état. Et voici l'incroyable histoire du HMS Victory. Le HMS Victory est surtout connu pour le rôle qu'il a joué dans une bataille navale épique il y a plus de 200 ans. Il est un véritable symbole de l'histoire navale britannique. Quand on pense à l'Angleterre du début du 19e siècle, en tant que plus grand empire maritime de l'histoire, le HMS Victory incarne parfaitement cette vision. Mis en service en 1759, le HMS Victory devait devenir le plus grand navire de guerre de son époque. L'embarcation était armée de 104 canons et conçue pour être un véritable château flottant. Ce n'était pas un simple navire, c'était une arme de destruction massive. Je peux vous dire que j'aurais pas vraiment aimé me retrouver face à ce monstre. Le Victory était d'ailleurs si imposant qu'il nécessitait 820 hommes pour fonctionner efficacement. Il a combattu lors de la première bataille d'Ouessant en 1778 contre les Français et à nouveau lors de la deuxième bataille d'Ouessant en 1780. Il a également participé au siège de Gibraltar, a combattu pendant les guerres révolutionnaires françaises et a dû être reconstruit en 1800 en raison des dommages qu'il avait subis. Le Victory a connu un véritable retour en force en 1805 lors de ce qui a été qualifié de bataille navale la plus légendaire du 19e siècle. La célèbre bataille de Trafalgar opposait la marine royale britannique aux forces combinées des marines françaises et espagnoles. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Napoléon avait tenté d'envahir le Royaume-Uni. Oui, Napoléon Bonaparte lui-même avait ordonné aux flottes espagnoles et françaises de s'emparer de la Manche. Mais ce qui s'est produit à la place, c'est une victoire triomphante pour les Britanniques. Napoléon a échoué dans son projet d'invasion du Royaume-Uni. Et c'est Lord Nelson qui a conduit la flotte britannique à la rencontre des forces combinées de Napoléon dans l'océan Atlantique, au large du cap de Trafalgar. Et même si Nelson était en infériorité numérique, il dirigeait la bataille depuis, vous l'avez deviné, le HMS Victory. Et bien que Nelson ait été touché peu après le début de la bataille par un mousquetaire français, il a tout de même mené les Britanniques à la victoire. Lord Nelson a refusé de mourir avant que la bataille ne soit gagnée. En 2024, le Victory a célébré 246 ans de service ininterrompu. Aujourd'hui, il est conservé dans le chantier naval historique de Portsmouth dans le cadre d'un programme de conservation visant à le maintenir en parfait état. Et des scientifiques de l'université de Southampton ont appliqué la technologie de l'IA à des milliers d'images prises du navire pour aider à préserver son histoire. Actuellement, le Victory subit des travaux de conservation, notamment le remplacement de certaines de ses pièces. Par exemple, des planches anciennes et en décomposition sont retirées et remplacées par de nouvelles. Ce type de travail de conservation se produit régulièrement, non seulement sur des navires de guerre légendaires, mais aussi sur d'autres trésors historiques. Les archéologues sont obsédés par l'idée de garder une trace minutieuse de chaque détail qui change lors des travaux de restauration. Auparavant, un archéologue devait décrire chaque objet changé, en consignant minutieusement chaque clou, écrou ou boulon. Mais aujourd'hui, les scientifiques utilisent l'IA. L'algorithme produit un modèle 3D précis qui stocke toutes les informations historiques vitales. Ce n'est peut-être pas ce à quoi on pense en premier quand on associe les mots intelligence artificielle et archéologie, mais c'est là encore un autre exemple de la manière dont ces technologies est utilisée pour suivre et préserver l'histoire humaine. Histoire perdue dans le quart vide. Le quart vide est-il réellement vide ? Ce vaste désert situé dans la péninsule arabique cache des secrets historiques perdus.
révélée grâce à l'intelligence artificielle. Aux confins d'un des déserts les plus inhospitaliers de notre planète, il s'avère que l'IA est bien meilleure que nos yeux afin de repérer des secrets enfouis sous le sable. Imaginez des vagues infinies de dunes de sable comme un océan figé s'étendant à perte de vue. Il y a des rochers partout et de gigantesques dunes couleur rouille qui ressemblent à des décors de films de science-fiction. Et devinez quoi? Très profondément, sous tout cela, il existe un monde perdu rempli d'histoires humaines qui n'attend qu'à être découvert. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, il était presque impossible pour des archéologues de faire des prospections dans un tel désert. Mais tout cela est en train de changer avec les technologies modernes. Aujourd'hui, les archéologues combinent des études de terrain avec des images satellites en scannant des anomalies qui pourraient révéler des secrets enfouis. Les scientifiques peuvent désormais trouver des sites anciens sans quitter les écrans de leur ordinateur. Impressionnant, non? Cependant, le quart vide ou le Rub al-Khali reste très difficile à sonder. Dans ce désert, Google Earth est pratiquement inutile. Les tempêtes de sable, les nuages de poussière et les motifs étranges des dunes compliquent énormément la détection de sites. Et c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle, le héros du jour. Diana Francis, scientifique spécialisée en atmosphère, et son équipe ont créé un algorithme d'apprentissage automatique capable de lire des images satellites prises avec une technologie spéciale appelée radar à synthèse d'ouverture ou bien SAR pour faire court. Ces technologies utilisent des ondes radio pour voir à travers des matériaux comme le sable et la Terre un tout petit peu comme des rayons X pour la planète. Elles pourraient même être utilisées pour trouver des villes perdues dans la jungle ou des artefacts enfouis sous la glace de l'Antarctique. Diana a formé cette intelligence artificielle en utilisant les données d'un site vieux de 5000 ans appelé Sao Kaladi. Et ce site est d'ailleurs toujours en cours de fouille dans le désert près de Dubaï. Après cet entraînement, l'IA est devenue experte pour repérer d'autres villes anciennes cachées sous le sable. Très impressionnant. Mais qu'ont-ils trouvé jusqu'à présent? Malheureusement, pas grand-chose. Regardez cette image fournie par l'université Khalifa. Les cercles jaunes sur le côté gauche montrent les fouilles en cours, tandis que les cercles rouges sur le côté droit indiquent où le programme d'intelligence artificielle prédit une structure en fouille. Et la prochaine étape consiste pour les archéologues à se rendre à l'endroit désigné par l'intelligence artificielle pour creuser et voir ce qu'ils trouvent. Si c'est concluant, le logiciel pourra être utilisé pour repérer d'autres sites à travers le désert. Donc, plus qu'à attendre et voir ce qui va se passer. Mais si tout fonctionne, l'IA pourra désigner les meilleures zones d'excavation possibles. Et si ces technologies s'avèrent concluantes, où voudriez-vous qu'elles soient utilisées? Dans les déserts d'Égypte, dans la jungle amazonienne ou quelque part d'autre? Dites-le moi dans les commentaires. Le trésor des Wisigoths. Mais où est donc passé le légendaire trésor du roi Alaric après la chute de Rome? En 410 de notre ère, Rome est tombée à genoux. Le plus grand empire des 4 derniers siècles allait recevoir 100 coups de grâce. Les Wisigoths ont mis la ville à sac, marquant la fin d'un héritage qui allait survivre éternellement. Et l'homme derrière cette incroyable victoire était Alaric Ier, roi des Wisigoths. Et je voudrais vous parler ici de la manière dont Alaric a vaincu Rome et pourquoi il a été enterré en secret et ce qui est arrivé à son trésor perdu. Le problème, c'est que tant de choses qui se sont passées il y a 1600 ans sont entourées de mystères et de mythes. On ne sait pas grand-chose de la jeunesse d'Alaric. Il est né vers 360 de notre ère dans une famille noble goth, pas comme gothique mais comme wisigoth. Alaric est devenu roi en 395 de l'ère commune, et c'est à ce moment-là que la paix précédemment maintenue entre les Wisigoths et les Romains a été brisée. Alaric n'a pas vaincu Rome du premier coup. Il a envahi l'Italie et a été repoussé, mais au lieu d'abandonner, il a recruté plus de soldats. 30 000 guerriers goths qui combattaient pour l'armée romaine ont fait défection et ont rejoint leurs compatriotes. Et à la fin de 408, Alaric et son armée se tenaient devant les murs de Rome. Le siège était en cours et ce qui s'est passé ensuite est une source de spéculation. Tout ce que les historiens savent vraiment du siège de Rome provient de textes écrits à la Renaissance par des auteurs qui ont sans doute embelli d'anciennes légendes déjà exagérées. Mais il existe un récit, qui ne fait pas l'unanimité d'ailleurs, qui dit qu'Alaric a assiégé Rome pendant 2 ans, vainquant finalement ses ennemis en utilisant une tactique de cheval de Troie. Bien sûr, ce n'était pas un grand cheval en bois comme pendant la guerre de Troie. Alaric aurait offert aux Romains 300 jeunes hommes forts comme esclaves et ensuite a prétendu partir. Ces esclaves, qui étaient en réalité des guerriers, auraient ouvert les portes et les Wisigoths auraient envahi la ville. Alaric n'a pas pu profiter longtemps de sa victoire
Et en 411, quelques mois seulement après avoir pillé Rome, Alaric est mort. Mais personne ne sait vraiment ce qui a causé sa mort prématurée. La légende raconte qu'Alaric a été emporté dans la campagne avec un trésor et enterré dans une tombe secrète. Ensuite, tous ceux qui connaissaient l'emplacement de la tombe ont été tués pour que personne ne puisse la trouver. C'est une histoire presque identique à celle de l'enterrement de Gengis Khan. Francesco Galassi et un groupe de ses collègues pensent savoir pourquoi Alaric est mort. Ils pensent que c'est le paludisme qui en est responsable. Les Wisigoths venaient d'une région où le paludisme n'existait pas encore. Ils y étaient donc plus sensibles que les Romains. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Le vrai mystère, c'est le trésor. Les gens essaient de trouver le butin du roi Alaric depuis des siècles déjà, y compris ces deux gars-là. Et plus récemment, une équipe d'archéologues est descendue dans la ville de Cosenza pour rechercher sa tombe présumée. Mais jusqu'à présent, ils n'ont rien trouvé. Le complot secret pour sauver l'or. Le plus grand trésor survivant de la route de la soie a sans doute l'histoire la plus mouvementée de tous les trésors. En 78, une quantité incroyable de trésors a été découverte en Afghanistan. Ce trésor représentait des siècles de richesse de la route de la soie qui voyageait de la Chine vers l'Europe. Et c'était pour le moins très impressionnant. Il y avait de milliers de pièces d'or provenant de partout dans le monde ancien. Et c'était un trésor de la route de la soie, ce qui signifie qu'il provenait de chaque coin du globe. Ou en tout cas, chaque coin connu du globe à l'époque. Mais ensuite, les troubles sont arrivés. Et alors que le conflit engluait l'Afghanistan, il devenait nécessaire de sortir l'or du pays. Un plan secret a alors été lancé pour récupérer le trésor et voici l'histoire de cette mission top secrète. Le trésor a été découvert par l'archéologue russe Viktor Sarianidi sur le site de Tilia Tepe dans la région de Bactriane. Bactriane était un lieu ancien dont on n'entend plus beaucoup parler aujourd'hui, mais qui a accueilli de nombreuses civilisations au fil des ans. Des seigneurs de guerre scythes vivaient en Bactriane, aux côtés de nomades chinois. Elle a également été brièvement occupée par Alexandre le Grand au IVe siècle avant notre ère. Et lorsque Rome a commencé à émerger à l'ouest, l'Inde, la Chine et l'Iran se sont battus pour le contrôle de la Bactriane. Et Victor et son équipe ont trouvé 6 tombes datant d'entre le 1er siècle avant notre ère et le 1er siècle après Jésus-Christ, soit une période de 200 ans. Et plus de 20 000 objets ont été découverts dans les tombes, principalement de l'or et des bijoux. Il y avait assez de trésors pour faire de vous une personne très très riche. Les tombes appartenaient probablement à des nomades asiatiques qui s'étaient enrichis grâce au commerce. Et l'une des tombes, celle d'une femme anonyme, contenait même une couronne en or. Le reste des tombes était rempli d'objets comme des miroirs en argent gravés de scripts chinois, des bagues en or couvertes de textes grecs et des pièces de monnaie avec des images bouddhistes. Des pièces avec la tête d'empereur romain y ont également été trouvées, et je pense que vous avez compris à quel point ce trésor était hétéroclite. Et l'année suivant cette découverte, l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan. Et en 1988, les troupes soviétiques étaient sur le point de partir. Le président de l'Afghanistan de l'époque s'inquiétait pour le trésor, et avec le départ des soviétiques, il soupçonnait que l'Afghanistan allait sombrer dans le chaos et l'anarchie. Il savait que le musée national de l'Afghanistan n'allait plus être un endroit sûr pour l'or de Bactriane très longtemps. Et il avait raison. En 1993, le musée national a été frappé par un missile. Et pour remettre cela en perspective, imaginez un peu que le Louvre soit bombardé par un missile. Tous ces objets inestimables réduits en miettes. Et c'est ce qui est arrivé en Afghanistan. Et les trésors qui n'ont pas été détruits ont été pillés. Et une grande partie est encore perdue aujourd'hui. Heureusement, le président avait secrètement caché l'or de Bactriane en utilisant une équipe d'agents clandestins. Et ils n'ont révélé l'emplacement de l'or qu'en 2003, après la chute des talibans. Le trésor avait été caché dans un coffre-fort. Et lorsque les choses semblaient sûres, le trésor a été retiré. Il a été catalogué par la National Geographic Society et a ensuite été ramené au musée rénové. Et c'est la fin de l'histoire. Eh ben non, c'est faux. Le danger est revenu et les talibans ont été renversés, mais maintenant ils sont au pouvoir comme jamais auparavant. L'or de Bactriane, le plus grand trésor de l'histoire afghane, est de nouveau porté disparu. Le trésor avait été emmené au palais présidentiel en février 2021. Mais une fois le gouvernement effondré, le trésor a disparu et personne ne sait ce qui lui est arrivé. Les talibans ont désespérément essayé de le trouver la même année. Et à l'heure actuelle, il est introuvable.
Quelque chose me dit, ou enfin j'espère, que c'est une sorte de répétition des années 80. Quelqu'un avec beaucoup de pouvoir a probablement caché le trésor dans un endroit secret, ou en tout cas, je l'espère. Les textes des pyramides. Le texte le plus important pour les pharaons était aussi l'une des formes de ségrégation les plus brutales de ces derniers envers leur peuple. À travers l'Égypte ancienne, les textes des pyramides restent de puissants rappels de la magie exercée par les Égyptiens, ou du moins la magie qu'ils pensaient exercer. Mais ces textes ne se présentent pas vraiment sous forme de livres. Ils sont gravés avec une précision inégalée sur les murs des tombes et des temples. Les hiéroglyphes expriment des invocations protectrices et des sorts très puissants, mais est-ce là de la vraie magie? Les archéologues ont divisé les textes des pyramides en deux grandes catégories. Il y avait des incantations personnelles utilisées pour guider un esprit spécifique de sa tombe vers le royaume de l'au-delà. Ensuite, il y avait des sorts de prêtres utilisés lors des rites funéraires pour forcer l'esprit à entrer dans l'au-delà. Les inscriptions magiques ont été gravées durant ce que les scientifiques appellent l'âge des pyramides. Cet âge a duré de 2700 à 2200 avant l'ère commune. C'est à cette époque que les pyramides les plus célèbres ont été construites, comme celle de Gizeh. Et c'était l'une des périodes les plus riches de l'histoire égyptienne, ce qui est évident dans la complexité des textes religieux et de l'architecture. Mais il y a une chose que je ne comprends pas vraiment, et peut-être pourriez-vous m'aider. Au début, les textes des pyramides étaient uniquement utilisés par les rois. C'était le pharaon et sa famille proche qui avaient des invocations protectrices gravées dans leurs chambres funéraires. Et le commun des gens était abandonné à la mort sans protection. Mais comment était-il au juste supposé passer de l'autre côté sans les sorts appropriés? C'était un problème auquel les gens ordinaires devaient beaucoup penser. Qu'un roi vive dans une meilleure maison que vous, on s'y attend un peu, mais qu'ils soient les seuls à avoir accès à l'au-delà grâce à leurs sorts spéciaux, cela semble totalement injuste. Et au fil des années, une solution est apparue sous la forme du livre des morts. Des responsables égyptiens ont récemment publié des photographies d'une copie ancienne du livre des morts écrite il y a 2000 ans. Le livre, qui est en réalité un rouleau, est immense, près de 16 mètres de long. Il contient tous les sorts nécessaires pour accéder à l'au-delà. Cela n'avait pas besoin d'être enterré dans votre cercueil, bien qu'il le pouvait. Le livre pouvait être simplement lu lors des funérailles pour que les gens ne tombent pas dans le grand vide et qu'ils trouvent la paix éternelle. D'ailleurs, en voici des images gracieuseté du ministère égyptien du tourisme et des antiquités. Plutôt cool, non? C'est vieux et usé, avec une image d'Osiris, le dieu du monde souterrain. Le vieux rouleau a été découvert dans une tombe tout proche de la pyramide à degrés de Djesser. Yellowstone perdu. Le plus grand parc naturel des États-Unis est aussi le vestige d'une des pages les plus sombres de l'histoire du pays. Le parc national de Yellowstone est l'un des plus grands trésors de l'Amérique. Mais saviez-vous qu'il a une longue et choquante histoire? Une histoire que le gouvernement américain préférait que tout le monde oublie. Bien avant l'arrivée des Européens sur le continent, ce sont les Amérindiens qui profitaient du parc de Yellowstone, qui n'était d'ailleurs pas un parc et tout le pays était leur parc. L'archéologue Doug MacDonald a passé près de 14 ans à fouiller le parc, découvrant des preuves que des groupes autochtones étaient présents ici, des preuves comme des pointes de projectiles en obsidienne datant de 3000 ans. La roche noire et vitreuse était dangereusement tranchante, fixée à un morceau de bois, puis lancée sur un bison, histoire de ramener de quoi dîner. Et selon Doug MacDonald, les Amérindiens chassaient et récoltaient dans le parc de Yellowstone depuis au moins 11 000 années consécutives. Ensuite, le gouvernement des États-Unis est arrivé, et après la création du parc, l'armée est allée à Yellowstone et a déplacé tous les Amérindiens. Le public a ensuite été trompé par une histoire folle venant de l'armée. L'armée disait que les Amérindiens n'avaient jamais vécu à Yellowstone parce qu'ils avaient peur des geysers. Mais comme l'archéologie l'a prouvé, c'était très loin d'être vrai. C'est ce genre de récit qui montre précisément comment l'histoire peut être corrompue. Ce mensonge ne date que de quelques décennies, alors imaginez combien des 5000 dernières années ont été mal interprétées et mal comprises. Et il y a seulement quelques années, Doug et son équipe ont découvert un campement de nez percés datant de 1877. Petite anecdote, même en anglais, ils sont appelés nez percés, bien que prononcés Nez Perce. Et le campement en question qui a été découvert cache une histoire très sombre. Il a été laissé derrière lorsque la cavalerie américaine les a chassés du parc. C'est une histoire très choquante qui est d'ailleurs très peu connue.
Le 24 août 1877, un groupe de visiteurs du Montana a campé près du geyser de Fountain. Et à l'époque, Yellowstone était quasi désert. Ces voyageurs avaient pratiquement tout l'endroit pour eux jusqu'à ce qu'un groupe de guerriers nez percés arrive. Les guerriers étaient en tête du groupe massif qui avait fui l'Oregon, confrontés alors au choix d'être forcés de quitter la réserve ou tout simplement d'être tués par l'armée. Environ 800 personnes ont quitté leur terre ancestrale dans l'espoir de trouver de nouvelles terres ailleurs, mais ils étaient poursuivis par l'armée avec des attaques en cours de route. L'armée ne se souciait pas vraiment de leur bien-être, et la tribu des Nez-Percés espérait atteindre Sitting Bull au Canada où ils pourraient continuer à vivre leur vie traditionnelle. Mais cela n'a pas vraiment fonctionné de cette manière. La charrette des touristes a été attaquée et pillée et les Nez-Percés ont rapidement été entourés par l'armée américaine. Le dernier chef des Nez-Percés a prononcé un discours légendaire lorsqu'il s'est rendu. Il a dit « D'où le soleil se lève maintenant, je ne combattrai plus jamais ». C'était la fin du conflit dans le parc. Et en 1878, un autre groupe de guerriers Bannock a fui Yellowstone après une attaque violente dans l'Idaho. La cavalerie américaine a continué de patrouiller le parc de Yellowstone jusqu'en 1918 pour s'assurer que les Amérindiens ne reviennent pas sur leurs terres ancestrales. Shane Doyle, associé de recherche de l'Université d'État du Montana et membre de la nation amérindienne Apsaluk, a qualifié le parc de Yellowstone de gifle au visage pour les peuples autochtones. C'est juste un aperçu rapide de l'histoire sombre des États-Unis que la plupart des gens ignorent. La bibliothèque impériale de Constantinople. L'une des plus grandes catastrophes pour le savoir humain n'est pas aussi connue qu'elle devrait l'être, mais elle est certainement tragique. Tant d'histoire a été perdue avec la destruction de cette remarquable bibliothèque qu'une larme monte aux yeux de chaque bibliothécaire dans le monde lorsqu'il y pense. En 357, l'empereur byzantin, Constance II, prit conscience d'un problème. Il y avait un problème avec de nombreux rouleaux de papyrus anciens qui se détérioraient. Des connaissances impressionnantes venant de tous les coins du monde succombaient à la dégradation du temps. L'histoire tombait littéralement en poussière. Constance voulait sauvegarder l'histoire du monde en formant une bibliothèque et en remplaçant les rouleaux usés par des livres en parchemin et en vélin plus modernes. Cela conduisit au développement de la bibliothèque impériale de Constantinople. Les scribes travaillaient sans relâche pour copier les documents en papyrus sur du parchemin, et tout cela sous la supervision directe du savant éminent de l'époque, Thémistios. Et des œuvres qui avaient été récemment sauvées de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie furent préservées là. Le travail était trop important pour être achevé en une seule vie. Il se poursuivit pendant encore 11 siècles jusqu'à ce que la bibliothèque déborde de volumes, de rouleaux et de manuscrits. Mais combien au juste y en avait-il? Personne ne le sait avec certitude. Il y a des rapports contradictoires et rien de concret, et il pourrait avoir contenu entre 100 000 et 1 million de volumes sur ses étagères. La partie vraiment triste est que maintenant, tous ces ouvrages ont disparu. Lors de la 4e croisade en 1204, la bibliothèque impériale fut détruite. Les croisés normands saccagèrent Constantinople, détruisant la ville comme si elle était faite de brindilles. Ils brûlèrent la bibliothèque et presque tout ce qu'elle contenait. Pensez à ces pauvres livres de la bibliothèque d'Alexandrie qui avaient échappé à un incendie massif pour être finalement incinérés de toute manière. Et ce qui est encore pire, c'est que ceux qui avaient été sauvés des 2 incendies furent détruits lors d'une 3e catastrophe. 60 ans plus tard, lorsque l'empereur Michel VIII Paléologue reconquit Constantinople, il rétablit la bibliothèque dans le Grand Palais. Les livres qui n'avaient pas été pillés ou brûlés furent placés sous sa protection. Mais tout cela fut en vain. En 1453, les Turcs détruisirent l'Empire byzantin, Constantinople et tous les livres de la bibliothèque. Et pensez à toutes ces connaissances anciennes, simplement disparues. Les catacombes perdues de Lima. Les catacombes de Paris sont les plus vastes au monde, mais les secondes en taille sont bien plus mystérieuses et renferment davantage de secrets inexplorés. Sous les rues vibrantes et colorées de Lima se cache un trésor secret que vous ne croirez pas. Mais je vous préviens, ce n'est pas un trésor comme celui enterré avec le roi Alaric. Ce trésor ressemble davantage à celui caché sous les rues de Paris. C'est un trésor de morts, de squelettes et d'histoires interdites. Je vous emmène d'abord à la basilique et au couvent de San Francisco, situé dans la capitale péruvienne.
Sous la basilique se trouve une série de tunnels anciens construits en 1549 par l'ordre des franciscains pendant l'ère coloniale espagnole du Pérou. Ces catacombes, sombres et sinistres, étaient utilisées par les moines franciscains pour les enterrements, et au cours des siècles suivants, 25 000 personnes ont été enterrées dans ces passages tortueux, un peu comme les légendaires catacombes de Paris. Mais ensuite, elles ont été oubliées. En 1810, les gens ont cessé d'être enterrés dans ces corridors souterrains glauques. La guerre d'indépendance péruvienne était en cours et tout était en train de changer. Les locaux ont oublié les catacombes pendant un siècle et demi et n'ont été redécouvertes qu'en 1951. Même aujourd'hui, la véritable ampleur des tunnels est inconnue. Ils s'étendent sous Lima, reliant des monuments célèbres comme le palais du gouvernement et l'Alameda de los Descalzos, mais ils vont encore plus loin, défiant toute explication. Les scientifiques tentent de cartographier l'ensemble du complexe depuis 1981, mais ils ont échoué à chaque tentative. Mais ces sombres recoins ne contiennent-ils que des restes de cadavres ou y a-t-il plus dans les tunnels de Lima que les historiens ne réalisent? La Bible du diable. Saviez-vous qu'il existe une Bible du diable et qui contient un élément assez terrifiant? Le Codex Gigas, également connu sous le nom de Bible du diable, n'est pas seulement un manuscrit massif. C'est une aventure à travers l'histoire. Et quand je dis qu'il est massif, je ne plaisante pas. C'est tout bonnement le plus grand manuscrit médiéval du monde. Nous parlons d'un livre de 91 cm de long, soit à peu près la taille d'un enfant de 3 ans. À l'époque médiévale, avoir une grande Bible illuminée était assez courant, surtout dans les monastères. Mais le Codex Gigas est comme le roi de toutes les Bibles. Il contient la totalité de la Bible Vulgate, ainsi qu'une sorte d'encyclopédie, des œuvres médicales et plus encore, le tout écrit en latin. En vérité, c'est une sorte de mini-bibliothèque médiévale en un seul livre. Vous vous demandez peut-être pourquoi on l'appelle Bible du diable. Eh bien, c'est parce qu'en plein milieu de ce colossal livre, il y a un portrait, pleine page de Satan lui-même. Il est accroupi comme un animal et a 2 cornes qui sortent de sa tête. Ses bras sont étirés vers le haut et il a une langue fourchue comme un serpent. Et à ses doigts et ses orteils sont attachés de grandes griffes. Son visage est vert et grotesque et au milieu de tout ce contenu biblique, il y a la page du diable d'un côté et une image sereine du ciel de l'autre. Une sorte d'affrontement entre le bien et le mal en plein milieu des pages. Et devinez quoi? Le livre pèse environ 75 kilos. C'est comme porter une chèvre de montagne. Pas étonnant qu'on dise que c'est l'œuvre du diable. Mais alors, d'où vient cette chose? La légende raconte qu'un pauvre moine s'est vu confier une tâche presque impossible. Créer un livre gigantesque en une seule nuit ou faire face à un terrible destin. Alors que fait-il? Il aurait passé un pacte avec le diable, bien sûr. Il l'aurait aidé à terminer le manuscrit et en retour, le moine a rajouté un immense portrait de lui au milieu des pages. Et si les rumeurs sont vraies, le livre a été créé par Hermann le Reclus, un moine bénédictin du XIIIe siècle de la République tchèque. Mais son monastère a été détruit au XVe siècle pendant les guerres bohémiennes. Et peu de temps après avoir été écrit, il a été mis en page par les bénédictins du monastère de Sedlec. Et pendant 70 ans, il a été conservé au monastère de Sedlec. Puis, en 1477, il aurait été déplacé dans un autre prieuré à Broumov, puis il a de nouveau changé de main et est tombé dans la collection privée de l'empereur Rodolphe II. Cependant, en 1648, à la fin de la guerre de 30 ans, toute la collection de l'empereur a été pillée par l'armée suédoise. Ainsi, à partir de 1649, le livre a été stocké dans la bibliothèque royale suédoise à Stockholm. Un incendie a éclaté au château royal de Trekronor le 7 mai 1697, détruisant la majorité de la bibliothèque royale. Mais d'une manière ou d'une autre, la Bible du diable a été sauvée, tandis que la majorité des autres livres ont été brûlés. Mais la manière dont il a survécu, ou qui l'aurait sauvé, reste sujette à débat. Selon les légendes, le livre aurait été jeté par une fenêtre et aurait atterri sur un passant le blessant. Tu m'étonnes avec 75 kilos. Ça ne m'étonnerait même pas que le pauvre soit mort. Aujourd'hui, la Bible du diable est conservée à la Bibliothèque nationale de Suède, où elle est exposée au monde entier. Le chapitre caché de la Bible. Un chapitre biblique qui manquait depuis 1700 ans a récemment été retrouvé. Le scientifique autrichien Grigori Kessel, expert du Moyen-Âge, étudiait une ancienne traduction syriaque de l'évangile de Matthieu lorsqu'il a trouvé quelque chose de choquant. Sous 3 couches de texte, il y avait un chapitre caché qui avait été couvert. Au Moyen-Âge, le parchemin n'était pas vraiment facile à trouver. Et lorsque quelqu'un voulait écrire un nouveau manuscrit,
il effaçait souvent un manuscrit beaucoup plus ancien et réutilisait le même papier. Cela semble être ce qui s'est passé il y a environ 1300 ans. Un scribe a effacé un manuscrit écrit vers le 3e siècle de notre ère, puis a utilisé le papier pour écrire son propre manuscrit. Le chapitre caché qui a été effacé provient du livre de Matthieu, plus précisément du chapitre 12. Ce n'est pas très différent des traductions modernes qui nous sont parvenues. Si vous regardez la Bible aujourd'hui, vous verrez que le chapitre dit « Quelque temps après, Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples avaient faim, ils se mirent à accueillir des épis et à en manger les grains. » Et la très ancienne version, très récemment découverte, présente des différences mineures mais très intéressantes. Et commencèrent à cueillir les épis, à les frotter dans leurs mains et à les manger. Toute petite différence donc, mais cela démontre à quel point de petits changements apparaissent dans les textes anciens à chaque fois qu'ils sont traduits ou recopiés. Le voleur et les Samaritains. Être un bon Samaritain ne veut pas dire ce que vous pensez. En 95, une synagogue a été cambriolée. Le voleur, ou peut-être les voleurs, ont volé une paire de copies manuscrites de la Torah très ancienne. Et lorsque les voleurs ont pénétré la synagogue, ils ont traversé rapidement le tapis du sanctuaire et sont allés derrière un rideau de velours. Et de l'autre côté du rideau se trouvait une énorme boîte en bois sculptée à la main. Dans cette vieille et lourde boîte se trouvait un rouleau de parchemin écrit vers l'année 1360. L'autre livre était un codex écrit vers le 15e siècle, enveloppé dans une couverture de cuir rougeâtre. Ces livres appartiennent à une secte religieuse secrète que très peu de gens connaissent. Ils sont appelés les Samaritains, l'un des groupes religieux les plus petits mais aussi les plus anciens de la planète. Lorsqu'une personne réalise une bonne action pour son prochain, on l'appelle justement un bon samaritain. Les anciens samaritains sont à l'origine de ce terme, mais connaissez-vous l'origine exacte de l'expression? Au temps de Jésus, un homme voyageant de Jéricho à Jérusalem fut agressé par des voleurs de grands chemins. Ils l'ont dépouillé de ses biens et le laissèrent pour mort sur le bord de la route. Curieusement, deux personnalités religieuses passèrent près de lui sans lui porter secours, un prêtre et un lévite. Cependant, un samaritain, qui était un groupe ethnique méprisé par les Juifs à l'époque, eut compassion du blessé. Il le soigna, le transporta à une auberge et paya pour son hébergement et sa guérison. Mais en tant que groupe, les Samaritains sont presque éteints. Il y avait au moins 1 million de membres de la secte religieuse il y a quelques siècles, mais aujourd'hui, il n'y en a guère plus de 800. Les Samaritains sont très anciens, remontant à Canaan il y a 3000 ans. Ils se considèrent comme les plus fidèles suiveurs de Dieu, suivant la parole de Dieu exactement comme elle a été transmise par Moïse. Il est à noter que les Samaritains pratiquent également certaines traditions spécifiques que vous pourriez trouver inhabituelles. Après tout, ils suivent la parole telle qu'elle leur a été transmise il y a 3000 ans, et comme vous le savez, le monde a énormément changé depuis. Et en adhérant à ce genre de règles, les Samaritains ont le sentiment d'être les seuls gardiens véritables de la foi restante. Cela me ramène au livre volé. Les Samaritains ont une série de manuscrits anciens et très rares qui sont censés être certains des plus anciens brouillons de l'Ancien Testament. L'un de ces livres est plus ancien qu'il n'y paraît, le monde extérieur ne croyant même pas vraiment qu'il existe. Les Samaritains prétendent qu'ils possèdent un manuscrit écrit par nul autre que l'arrière-petit-neveu de Moïse. Il s'appelle le rouleau d'Abisha et est estimé à 3000 ans. D'ailleurs, les livres de leur collection sont tellement convoités qu'on leur a proposé toutes les richesses que vous pouvez imaginer par des collectionneurs qui veulent désespérément mettre la main dessus. Le vol de 95 dans lequel les livres n'ont jamais été retrouvés n'était pas la première fois qu'ils perdaient certains de leurs livres. En 1671, un collectionneur anglais aurait volé l'un de leurs précieux rouleaux. Et en 1864, un groupe de prêtres samaritains corrompus aurait vendu près de 1348 manuscrits et reliques à un collectionneur russe. Certains suggèrent même que le Vatican aurait racheté certains de ces livres. Quant au rouleau d'Abisha, si on en croit l'estimation des Samaritains, il serait de 1000 ans plus ancien que les manuscrits de la mer Morte. Mais personne ne sait vraiment si ces affirmations sont vraies. Mais impossible de savoir car ils ne laissent personne approcher leur ouvrage. Ça ressemble un petit peu à l'Éthiopie qui prétend avoir l'arche d'alliance cachée à Aksum, mais qui ne laisse personne la voir. Le château de la connaissance. Un livre vient d'être vendu pour 200 000 €, vous ne croirez jamais pourquoi. Combien seriez-vous prêt à payer pour un rare livre d'astronomie du XVIe siècle? Si vous espérez mettre la main sur un exemplaire de la première édition de The Castle of Knowledge, soyez prêt à débourser environ 200 000 €. Ce livre
a récemment été vendu aux enchères pour cette somme. Mais pourquoi est-il si précieux? Le château de la connaissance a été publié pour la toute première fois en 1556 par Robert Ricord. Robert est l'inventeur du signe égal. Vous savez, les deux lignes parallèles horizontales utilisées pour afficher le résultat d'une équation mathématique. Son livre a été le premier traité astronomique jamais publié en anglais. Il n'est pas rempli de magie ou de sorts et ne contient aucune superstition religieuse. C'est l'un des textes scientifiques les plus importants jamais écrits. Robert Ricord a commencé ses études à un très jeune âge. Né dans le Pembrokeshire en 1510, il est allé étudier les mathématiques à Oxford à l'âge de 15 ans. C'était un véritable génie. Et à 35 ans, Robert était le médecin officiel du roi Édouard VI. Ensuite, il fut le médecin de la reine Mary après la mort d'Édouard. Je vous ai déjà dit qu'il a inventé le signe égal, mais il a également introduit deux autres choses très importantes aux anglophones, les signes plus et moins. Ces signes existaient déjà, mais les Anglais ne les connaissaient pas avant l'arrivée de Robert. Son nom devrait être aussi célèbre que ceux de Galilée ou de Newton, mais il ne l'est pas. Et cela pour une raison très tragique. Le mathématicien est mort tragiquement en prison. Mais qu'est-ce qui a bien pu être si terrible pour que le médecin de la reine soit emprisonné? Il a été poursuivi pour diffamation par un politicien, ce qui a d'ailleurs entraîné son arrestation pour des dettes. Et 2 années après la publication du Château de la Connaissance, Robert est mort dans la prison de King's Bench à la mi-juin. Il y a une dernière chose que vous devriez savoir. Cet exemplaire de la première édition du livre de Robert a été découvert dans une boîte apportée à une maison de vente aux enchères en Angleterre. La boîte était remplie de vieux livres poussiéreux qui valaient tous une fortune. Le roi géant. Le squelette légendaire d'un roi véritablement géant a été retrouvé, mais ça ne s'est pas bien terminé. Plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, selon les archives historiques, les Romains considéraient les Teutons comme une tribu de sauvages barbares qui entraient souvent en guerre avec la République romaine. Ils étaient décrits par Jules César comme un peuple germanique, ce qui signifie qu'ils venaient du nord du Rhin. Personne ne sait exactement qui étaient ces gens, ni d'où ils venaient, bien que certains historiens disent qu'ils avaient probablement un lien avec les anciens Celtes. Les Teutons ont combattu l'Empire romain et ont gagné à Noréa en 105 avant notre ère. Cependant, ils ont été vaincus pendant la guerre des Cimbres quelques années plus tard. Leur chef et roi s'appelait Teutobochus et apparemment c'était un véritable géant. En 1613, une collection de très grands ossements a été découverte par des terrassiers qui creusaient tout près de Romans-sur-Isère. Les terrassiers ont découvert une tombe en briques à environ 5 mètres et demi sous terre. C'était une très grande tombe et quand ils l'ont ouverte, ils ont trouvé un squelette humain prétendument de 7,6 mètres de long qu'ils ont supposé appartenir au roi teuton décédé. Un témoin de l'époque rapporte, je cite, que l'os de la jambe ou de la cuisse est de plus de 5 ou 6 pieds de hauteur ou d'environ et de grosseur à proportion. Le système métrique est loin d'être inventé et le pied de l'époque en France mesure 32,6 cm, ce qui donne un os de près de 2 mètres de long. D'ailleurs, l'histoire des ossements retrouvés du roi barbare fait tellement parler d'elle en ce début du XVIIe siècle que les soi-disant restes de Teutobochus se retrouvent en octobre 1613 à la cour d'un autre roi, Louis XIII, alors âgé de seulement 12 ans. Le mystère reste entier pendant plus de 2 siècles jusqu'à ce que l'on retrouve, en 1832 dans un grenier à Bordeaux, une grande partie des ossements attribués à Teutobochus qui sont envoyés au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Le zoologiste et anatomiste Henri-Marie Ducrottet explique la structure des dents formant une couronne hérissée de plusieurs rangées de tubercules en mamelon et portée par de véritables racines ne peut laisser aucun doute sur le genre de mammifère auquel ces ossements ont appartenu. C'était un mastodonte. Mais attendez, l'histoire connaîtra un nouveau rebondissement. En 1984, dans un tiroir du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, le paléontologue français Léonard Gainsbourg met la main sur un vieux moulage de dents portant la mention Teutobochus. Grand spécialiste des mammifères du tertiaire, il s'aperçoit qu'il ne s'agit pas d'une dent de mastodonte. Le fossile appartient en réalité à un Deinotherium. Et quant au corps du véritable Teutobochus, nul ne sait ce qu'il est advenu de lui. Le livre de Thoth. La personne qui a écrit le plus de livres de l'histoire n'est pas un homme, mais plutôt un dieu. Le livre de Thoth a été écrit par un dieu ancien, la divinité égyptienne de l'écriture, de la connaissance et de la magie. Mais ce n'est pas seulement un mythe. Le livre de Thoth
apparaît dans des fragments anciens de papyrus, déchirés et flétris. Les Égyptiens avaient beaucoup de textes, des milliers d'entre eux. Et parce que Thoth était le dieu de la sagesse et de l'écriture, beaucoup de leurs livres, les plus anciens et les plus puissants, lui étaient attribués. Au IIIe siècle avant notre ère, l'historien égyptien Manéthon a dit que Thoth avait écrit au moins 36 525 livres. Puis, plus de 3 siècles plus tard, l'un des premiers pères de l'église chrétienne, Clément d'Alexandrie, a dit que les prêtres égyptiens avaient 42 livres sacrés qui comprenaient toute leur philosophie. Clément d'Alexandrie croyait que ces 42 livres avaient été écrits par Thoth, un véritable dieu vivant. Le livre original de Thoth, s'il a jamais existé, n'est plus là. Le livre n'est connu que parce qu'il est mentionné dans d'autres anciens livres égyptiens. Un exemple est une histoire écrite pendant l'ère ptolémaïque de l'Égypte, après la conquête des Égyptiens par Alexandre le Grand. L'histoire parle de la façon dont le livre de Thoth a été caché dans une boîte au fond du Nil, près de Coptos. Il contenait 2 sorts majeurs. L'un permettrait aux lanceurs de sorts de parler aux animaux. Oh, ça c'est cool, je dirais pas non. Le second sort permettrait aux lecteurs de percevoir les dieux. Rien que ça. Et bien qu'aucune copie physique ne subsiste, l'histoire a survécu pour suggérer que le livre a existé à un moment donné. La castration du philosophe de Dieu. Connaissez-vous l'histoire d'amour la plus triste et la plus tragique de l'histoire de France? Pierre Abélard est mort il y a presque 1000 ans et encore célèbre pour avoir eu l'une des histoires d'amour les plus tragiques de l'histoire. Il est également l'auteur d'un livre qui a reçu de telles critiques qu'il a été jugé hérétique, condamné par un pape et contraint de brûler son propre ouvrage. Mais commençons par l'année 1100. En tant que jeune homme, les voyages de Pierre l'ont amené à Paris. Il a commencé à étudier à la grande école de la cathédrale de Notre-Dame. C'était avant la construction de la célèbre cathédrale d'aujourd'hui qui se trouve à cet endroit. Et Pierre est devenu un fervent défenseur du réalisme philosophique. Il était un philosophe hardcore, un étudiant des arts libéraux, et ses points de vue ont été si controversés qu'il a dû, à un moment donné, fonder sa propre école. Puis, il rencontra Héloïse et tomba amoureux. Le problème était l'oncle d'Héloïse, d'ailleurs chez qui elle vivait. L'oncle n'approuvait pas l'union et était furieux lorsqu'il a appris que Pierre et Héloïse s'étaient mariés en secret. Il était tellement furieux qu'il a rassemblé un groupe d'hommes, a tendu une embuscade à Pierre dans sa chambre la nuit et l'a castré. Mais cet acte aura des conséquences catastrophiques pour tous ceux qui étaient impliqués. L'oncle a été essentiellement exilé pour cet acte horrible, mais Pierre aussi. Il s'est enfui, se cachant comme moine en dehors de Paris et a forcé Héloïse à devenir nonne et à prononcer des vœux de célibat. Étant castré, séparé de sa femme et arraché à l'enfant que le couple avait conçu avant cet événement ignoble, Pierre avait beaucoup de temps à consacrer à sa philosophie. Vous pouvez imaginer, étant cloîtré dans un monastère, Pierre n'avait que ses pensées. Il a rapidement publié un livre intitulé Theologia Summi Boni. En français, ce titre peut être traduit par Du bien suprême. Et presque immédiatement, l'Église a mis la main sur le livre et a accusé Pierre d'hérésie. Il sera même contraint à brûler sa propre grande œuvre philosophique. Et le reste de sa vie ne sera que tristesse. Son travail a été ruiné, sa virilité a disparu, il n'avait plus de famille. Puis, le 21 avril 1142, Pierre est mort. Il a murmuré ce qui pourrait bien être les dernières paroles les plus philosophiques jamais prononcées. Je ne sais pas, juste avant de mourir. Enoch et les platistes. Saviez-vous qu'il existe un lien entre le livre d'Enoch et ceux qui pensent que la Terre est plate? En tout cas, c'est la nouvelle revendication faite par les partisans de la théorie de la Terre plate partout dans le monde. Et ils se sont peut-être tournés vers le légendaire livre d'Enoch comme preuve de leur hypothèse. Le livre d'Enoch ne fait pas partie de la Bible. C'est un livre apocryphe qui n'est inclus que dans les Bibles de certaines sectes éthiopiennes du christianisme. D'ailleurs, la plupart des experts le considèrent comme un livre écrit par quelqu'un ayant une imagination débordante il y a environ 2300 ans. Le livre aurait été écrit par Enoch, qui était l'arrière-grand-père de Noé. Selon le livre, Enoch était vivant à l'époque des Néphilim lorsque Dieu envoya ses anges pour surveiller l'humanité, et ceux-ci devinrent corrompus. Enoch a été témoin de l'horreur du monde avant que Dieu n'envoie le déluge pour le purifier. Son livre parle des choses horribles qu'il a vues, des anges déchus et des abominations que représentaient les Néphilim. D'ailleurs, voici quelques passages tirés du livre que les partisans de la Terre plate utilisent pour essayer de soutenir leur théorie, mais gardez à l'esprit que ces passages sont ouverts à toutes sortes d'interprétations.
Lundi, et j'ai vu les vents sur la terre qui soutiennent les nuages, et j'ai vu les chemins des anges, j'ai vu la fin de la terre, le firmament du ciel au-dessus. Et d'ailleurs, pour la plupart des gens, ces paragraphes ne font pas directement penser à une terre plate. Mais c'est ce que certaines personnes suggèrent. Ils pensent que la fin de la terre parle de la fin littérale du monde, avec l'espace extérieur étant au bord de la terre et le ciel au-dessus. Personnellement, je vois pas vraiment le lien, mais si vous le voyez, n'hésitez pas à me le dire. Les 3 livres de philosophie occulte. Saviez-vous qu'il existe un savoir que nos ancêtres maîtrisaient et que nous avons oublié? En tout cas, c'est ce que prétend un ouvrage très mystérieux. En 1531, l'un des magiciens les plus célèbres de l'histoire a publié un livre sur la magie. 2 ans plus tard, 3 volumes de ce texte magique ont été imprimés à Paris, Cologne et à Anvers. Les 3 livres existent encore aujourd'hui et sont parmi les manuscrits occultes les plus significatifs jamais publiés. Tout cela grâce à un homme dont le nom est presque oublié aujourd'hui, un certain Heinrich Cornelius Agrippa. C'était un étudiant de tout ce qui était mystérieux au début du XVIe siècle. Il a publié ce qu'on appelle les 3 livres de philosophie occulte comme une sorte de discussion ouverte sur le pouvoir de la magie et son utilisation dans la religion. Il y a beaucoup de sujets répartis sur les 3 livres. La magie céleste, la magie élémentaire, l'astrologie, la numérologie, les anges, la kabbale et bien d'autres encore. Les écrits explorent même l'alchimie, la divination et la médecine. Ils contiennent également beaucoup d'informations sur la magie cérémonielle, c'est-à-dire la magie utilisée lors des rites. Et ce n'est pas le seul livre sur la magie publié après la fin du Moyen-Âge. La partie la plus intéressante est l'auteur, Heinrich. Son livre ne promettait pas de donner au lecteur des capacités surnaturelles. Heinrich voulait rétablir la connaissance magique dans ce monde qui, selon lui, a été perdu. Heinrich croyait que la magie, sous sa forme pure et originale, était bel et bien réelle, une sorte de connexion à des forces qui nous dépassent. La magie faisait partie d'un corps de sagesse très ancien et très sacré, permettant aux humains une sorte de connexion plus élevée aux éléments, aux animaux et même aux étoiles. Ces 3 livres de philosophie occulte étaient sa façon de distinguer les différences entre la fausse magie, la philosophie sacrilège et la magie sacrée. C'est fascinant parce que les livres montrent qu'il y a 500 ans, les gens croyaient que la magie existait vraiment dans le monde, mais qu'elle avait été corrompue et oubliée. Et voici les découvertes archéologiques qui ont bouleversé l'histoire à tout jamais. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.